On fait le point tout de suite avec notre correspondant Antoine Lard. Exactement, réunion qui va avoir lieu dès que Donald Trump revient à Washington. Elle va se tenir dans la Situation Room, vous savez, cette salle de crise dans les sous-sols de la Maison-Blanche. Alors en fait, il y a deux scénarios possibles. Soit ça signifie que les États-Unis s'apprêtent à entrer en guerre et qu'ils préparent des frappes sur les sites nucléaires iraniens. Les États-Unis ont la capacité de le faire. C'est le seul pays à disposer de bombes anti-bunkers suffisamment puissantes pour atteindre ces sites qui sont très profondément enfouis sous la terre ou sous des montagnes. On notera aussi que sur le terrain, les États-Unis ces derniers jours ont augmenté leur posture, ont musclé leur posture avec notamment l'envoi d'un porte-avions supplémentaire. L'autre scénario possible, c'est que Trump rentre pour travailler à un accord sur le nucléaire. C'est son objectif prioritaire. Ça fait 2 mois qu'il pousse les Iraniens à signer ce texte sans succès. Dans ce scénario, son départ précipité du G7 et le flou autour de ses intentions, tout cela n'est peut-être finalement qu'une mise en scène pour mettre une pression maximale sur les Iraniens et forcer le régime à conclure ce deal. Selon le média Axios, en tout cas, toujours très bien informé, l'administration Trump travaille à une rencontre entre Steve Witkoff, l'homme de confiance de Donald Trump sur le nucléaire iranien, et le ministre iranien des Affaires étrangères, rencontre qui pourrait avoir lieu cette semaine. Et c'est peut-être pour cela que Donald Trump prend pour donner un coup d'accélérateur aux discussions avec les Iraniens sur le nucléaire. Merci Antoine Lard. Alors qu'on voit toujours ces images en direct de l'avion de Donald Trump qui vient tout juste de se poser, non pas sur la base de Saint Andrews, mais de Andrews, tout simplement. La base Andrews, me dit-on dans l'oreillette. Donald Trump qui va donc derrière se rendre à Washington, où il va tenir ce Conseil de sécurité nationale. Olivier Ravanello, pourquoi faire une sorte de réunion d'urgence donc, qui doit se tenir ce matin à Washington? Est-ce qu'on a plus d'informations? Avec qui et pourquoi? Le lieu est évidemment déjà une indication. La Situation Room, c'est là où vous allez quand on est au seuil d'une opération militaire, quand on doit prendre des décisions et que tout le renseignement militaire est mis sur la table de manière très secrète pour pouvoir évaluer et demander au président ce que l'on fait. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? De manière assez simple, et c'est ce que résumait très bien Antoine. Donc la question qui se pose aujourd'hui pour un Donald Trump, c'est de savoir s'il accompagne le mouvement, s'il fournit une puissance de feu supplémentaire aux Israéliens qui permettrait d'aller plus vite et d'affaiblir militairement encore plus vite le régime, de frapper encore plus durement son programme nucléaire pour vraiment faire en sorte qu'il soit quasiment impossible de le relancer, et puis surtout pour continuer d'envoyer des signaux très clairs à ce régime qui sait qu'il est régulièrement touché, des leaders sont éliminés les uns après les autres, qui est phagocyté par le renseignement israélien, puisque pour savoir où se trouvent les uns et les autres, ça veut dire que les Israéliens ont des agents au cœur même du régime, pour dire à ce régime, si vous voulez vaguement encore rester en place, il faut négocier là, le plus vite possible avec moi, parce que je suis ouvert à cette discussion, et de mettre sur la table des conditions extrêmement dures pour faire en sorte que ce régime soit quasiment le moins nuisible possible dans les années à venir. C'est ça, c'est les options qui sont sur la table de Donald Trump. Ou alors, de rester en retrait. Parce que toute la problématique de Trump... Il est possible aussi qu'il choisisse de rester en retrait. Il s'est fait élire en disant « je ne ferai pas la guerre ». Oui. Et c'est America First, et donc c'est impopulaire de et les seules décisions que je prendrai, elles seront guidées par le commerce, par l'économie, et c'est par l'économie qu'on arrivera toujours à trouver un deal. C'était l'idée qu'il avait avec la Russie, on voit ce qu'il en est. C'est un des premiers tweets qu'il fait lors du début de l'opération israélienne en disant « au fond, c'est par le commerce qu'on arrive à régler les choses ». Donc si Trump fait le choix de rentrer militairement dans cette opération, il tourne le dos à une promesse fondamentale qu'il a fait durant la campagne. Patricia Lémonière, alors qu'on voit toujours ces images de la base d'Andrews dans le Maryland, Donald Trump qui s'apprête à sortir donc de l'avion, lui qui a quitté le G7 précipitamment, qui vient d'atterrir dans le Maryland et qui doit se rendre à la Maison-Blanche, à Washington, pour tenir, je le disais, ce conseil de sécurité, cette réunion d'urgence. Est-ce que vous pensez, Patricia Lémonière, qu'il ira, qu'il s'impliquera, comme lui demandent ses alliés israéliens?
Je pense d'abord qu'il s'est impliqué dès le début, en mettant certaines lignes rouges à l'intervention israélienne. Il n'a pas complètement assisté les Israéliens, il ne les a même pas assistés, il a défendu, il a participé à la défense d'Israël, en particulier avec des frégates même positionnées près des côtes pour intercepter les missiles. Mais il n'a pas donné les fameux B-52, c'est-à-dire qui peuvent être pilotés seulement par des Américains et qui sont ce sont ces grosses bombes porteurs de la bombe qui permet de perforer des sites comme Fordo, dont on l'a dit, très puissamment enfouis sous terre, sous des couches de granit, etc. Je crois que ce qui est intéressant, c'était dans la réponse au tweet du président Macron, la réponse de Donald Trump qui disait, oui, parce que le président français, pour le rappeler brièvement, disait que Donald Trump était parti en avant pour participer. Regardez, Patricia Lémonière, peut-être, pardon, je vous interromps un instant. Voilà. Et effectivement, vous avez raison, on va revenir au tacle de Donald Trump tout à l'heure à Emmanuel Macron. Mais voilà, Donald Trump qui vient d'arriver et descend sur le tarmac. De son avion, il va partir effectivement à une réunion qui va être majeure. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette réunion ? Va-t-il choisir l'option guerrière ou va-t-il choisir finalement l'option qui est, comme on vient de l'expliquer, de poursuivre des négociations ? Autour de lui, les hommes qui l'entourent sont très partagés. Il y a les deux camps, en fait, qui s'affrontent dans les conseils qui sont donnés au président Trump. Donc, a-t-il décidé à l'heure où nous nous parlons ? Ça, on va le savoir dans les heures qui viennent. Une chose est certaine, s'il participe à la guerre, effectivement, c'est renverser complètement la problématique et toutes les donnes qu'il a fait durant sa campagne électorale, c'est en finir avec son prix Nobel de la paix. En revanche, je pense qu'il n'a pas, moi, personnellement, complètement perdu l'option de vouloir jouer le grand deal. Et dans ce grand deal de paix qu'il aimerait faire au Proche-Orient... Il a quand même dit ce matin, il n'est absolument pas question d'un accord de cessez-le-feu. Non. Mais l'accord de cessez-le-feu ne l'intéresse pas. L'accord de cessez-le-feu, de toute façon, lui rappelle de très mauvais souvenirs, c'est l'Ukraine. Il n'y a toujours pas d'accord. Donc lui, vous dites qu'il veut un deal. Lui, il veut un grand deal au Proche-Orient. Il se rêve encore en faiseur de paix du Proche-Orient où il convaincrait les Iraniens à venir à la table des négociations. Un homme comme Arakchi qui a déjà participé, vous savez, aux négociations de 2015 sur le fameux accord JCPOA, l'accord pour encadrer le nucléaire iranien. Il rêve de ça. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il aimerait au mieux. Et il n'oublie pas que les Iraniens, quand ils sont acculés, après avoir dit on ne négociera pas, etc., quand ils sont acculés, souvenez-vous de la guerre Iran-Irak, le guide de l'époque suprême a complètement, en 24 heures, changé son fusil d'épaule et accepté la reddition. Donc là, est-ce que les Iraniens vont accepter à un moment donné la reddition, finalement On n'en est peut-être pas encore là sur un plan militaire. Alors que Donald Trump là, est en train de quitter la base d'Andrews dans le Maryland, direction Washington pour tenir ce Conseil de sécurité nationale, ce serait quoi finalement quel est l'intérêt pour lui d'intervenir directement dans ce conflit ? Vous disiez, est-ce que ce deal dont vous parlez va dans le sens d'une intervention ou pas ? Non, le deal dont je parle va dans le sens d'un apaisement. C'est-à-dire, c'est forcer les Iraniens à finalement arrêter... au moins temporairement. Mais ses conseillers lui disent, mais attendez, les Iraniens n'aiment que discuter et gagner du temps. Il faut en finir. Donc, il y a réellement un choix politique qui va être fait. Va-t-il opter pour encore garder la perspective de ce deal ou va-t-il opter pour l'engagement alors qu'il est, je crois que personne autour de la table n'est capable de le dire. Mais la bascule se ferait sur quels critères, selon vous ? Moi, le critère qui me semble primordial, si j'étais israélien et si j'étais américain, alors, la bombe nucléaire, certes, mais d'abord la reconnaissance de l'État d'Israël. Ah oui. Voilà. Sur le deal. Le deal, oui, mais plus qu'un deal. Reconnaissance de l'État d'Israël. C'est-à-dire situation statu quo ante 1979. De 1949, je crois, jusqu'à 1979, l'Iran reconnaissait l'Israël. Et ensuite, on peut parler de paix, on peut parler d'affaires, de big deal et tout ce que vous voulez. Mais c'est ça. Parce que le problème du nucléaire iranien, en fait, il n'est pas lié au nucléaire, il est lié à l'intention d'utiliser le nucléaire iranien pour détruire Israël. Voilà, c'est ça. Le problème du fond est là. Donc, débrouillez-vous comme vous voulez, les Iraniens. Alors, on sait qu'il y a peut-être à l'intérieur, alors peut-être pas du régime des mollahs, mais il y aurait des progressistes en Iran, semble-t-il, et puis des traditionalistes. Donc, je pense qu'il va dire, enfin, je sais pas, la condition importante pour Israël, parce que du coup, si l'Iran reconnaît l'État d'Israël, les proxys,
Il va falloir qu'ils aient d'autres sponsors. Hein, et ce serait qui? Le Qatar va prendre le risque. Et puis l'Arabie Saoudite, qui n'a toujours pas reconnu l'État d'Israël, qui était sur le point de le faire. Voilà, c'est ça, à mon avis, ce que pourrait accepter Israël. Va-t-il décider de s'impliquer ou non dans ce conflit Donald Trump? Il y a donc cette réunion d'urgence dans un instant qui a lieu à Washington. En attendant, il a lancé un avertissement aux Iraniens, aux habitants de Téhéran plus spécifiquement. Il leur demande de quitter la zone immédiatement. On est avec Sarah Safari, vous êtes franco-iranienne. Merci d'être sur le plateau. Vous nous l'avez dit lorsqu'on préparait l'émission que vous ne dormiez pas depuis 4 jours. Exactement. On est dans l'attente de savoir où sont nos familles, s'ils arrivent à se déplacer, combien de temps ils mettent à sortir des villes. En fait, l'attaque qui a eu lieu hier après-midi, qui a fortement touché la radio d'État, a fait en sorte qu'ils ont déjà demandé l'évacuation en urgence de certains arrondissements. Sauf que hier soir, ils ont demandé explicitement à tous les Téhéranais de quitter la ville. Il faut quand même savoir que Téhéran est une capitale qui a entre 9 et 10 millions d'habitants. Que tout le monde ne peut pas fuir. On a vu les images d'embouteillage d'ailleurs à la Exactement. sortie de la ville. Il y a plus de 18 à 24 heures d'embouteillage pour atteindre une route où vous mettez d'habitude entre 3 et 4 heures. C'est encore une fois de plus un peuple qui est livré à lui-même, comme depuis 46 ans. Ils n'ont pas de bunker où se réfugier, ils n'ont pas de bouche de métro ouverte où pouvoir se réfugier. Voilà, le régime est en train, une fois de plus, d'étouffer encore son pays malgré la guerre. Et pour les Iraniens, c'est très très difficile aujourd'hui de pouvoir quitter le pays. Et vous, votre famille, pardon si peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler, mais voilà, est-ce que vous avez de la famille qui est encore bloquée à Téhéran? Ils ont réussi à partir. Il y en a encore quelques-uns, enfin des connaissances de la famille qui encore ont du mal à pouvoir quitter le pays, parce que vraiment tout est bouché. Mais vraiment là, ça devient très très compliqué pour les Téhéranais de pouvoir suivre. Malgré cela, on a vu un grand élan de solidarité hier dans toutes les villes iraniennes. C'est-à-dire que sur les bords de la mer Caspienne ou sur les villes en dehors de Téhéran, les habitants se mettent à l'extérieur, se mettent dans les rues avec des pancartes pour accueillir les Téhéranais chez eux, en disant « N'ayez pas peur, on est là, on vous accueille, même si on n'a rien, venez à la maison, mais si on vous a demandé d'évacuer, c'est pas pour rien. » Et vous disiez, vous avez un membre de votre famille qui est toujours à Téhéran, qui ne veut pas partir. Qui a du mal encore à partir. On peut pas se mettre dans la tête des gens. Voilà. On a évoqué tout à l'heure ce tacle à Emmanuel Macron alors que Donald Trump est toujours en route vers Washington pour tenir cette réunion d'urgence. Il a donc quitté le G7 précipitamment. Et Emmanuel Macron s'est aventuré dans une explication en disant que c'était peut-être pour aller dans le sens d'un accord de cessez-le-feu. On écoute peut-être d'abord Emmanuel Macron. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il y ait une reconvergence. Et le fait que le président Trump s'engage personnellement dans les prochaines heures à obtenir justement un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran est une très bonne chose. Le fait qu'il s'engage, ce qui a toujours été notre ligne, à ce qu'on reprenne la discussion sur la limitation du nucléaire et du balistique. Cette fois, c'est un départ précipité positif. Écoutez, vu l'objectif poursuivi, oui. Bon, et Donald Trump lui a répondu qu'il était complètement à côté de la plaque. Il lui dit la chose suivante. Donald Trump, alors pardonnez-moi, est-ce qu'il y a Donald Trump qui s'exprime? Oui, me dit-on. On va peut-être aller écouter Donald Trump alors. Ils n'auront pas d'armes nucléaires. Est-ce que les Israéliens vont accélérer, selon vous? On va voir dans les prochains jours. Personne n'a ralenti pour l'instant. On va voir ce qui va se passer les prochains jours. Qu'est-ce que vous pouvez faire à Washington que vous ne pouviez pas faire au Canada? C'est pour ne pas utiliser le téléphone, car je ne crois pas dans les téléphones. Les gens peuvent intercepter. Donc être sur place, c'est mieux. Et j'ai fait tout ce que j'avais à faire au G7. Le G7 s'est bien passé, on a signé un accord avec l'Union européenne. La phase 1 d'un accord, on a signé un accord avec le Royaume-Uni. Un très bon accord avec le Royaume-Uni. On est en train de conclure d'autres accords. On a quasiment fini tous les accords.
Est-ce que vous êtes avec le secrétaire Scott Bessent? Oui. Est-ce que vous parlez à l'Union européenne? Oui, on parle, mais je pense qu'ils ne proposent pas un bon accord. Ils sont très durs, ils ont été très durs ces dernières années. Et ils ne se comportaient pas bien sur le plan commercial, mais on va réussir à avoir un bon accord. On a eu une bonne conversation avec le chancelier allemand, je trouvais que ça s'est très bien passé. Et avec Shin, et aussi à l'époque avec Shinzo Abe, le premier ministre japonais à l'époque, ça s'était bien passé aussi. Les Japonais sont très durs, vous savez. Mais il va falloir être dur avec eux aussi, mais ça va bien se passer. On va voir ce qui va se passer. Il y a eu un bombardement à Kiev, une attaque de drone, qu'en pensez-vous? Quand ça? Très récemment. Donc je vais devoir me pencher sur la question. Je n'ai pas vu la déclaration dont vous parlez. Mais la réunion s'est bien passée au G7. Les représentants canadiens ont fait un très bon boulot. Carney a fait un très bon travail. On a eu de très bons pourparlers. Les accords sont, parfois quand ils sont trop complexes, ne parviennent pas à être conclus. On doit conclure des accords avec 175 pays. On va leur envoyer une lettre en disant voilà ce que vous devrez payer en droits de douane. Vous savez, on a pris 88 milliards en droits de douane. Et le Congrès m'a appelé il y a 2 jours. Ils n'avaient pas compris les chiffres. Est-ce que c'est une bonne chose? Et j'ai dit, en fait, on a encore plus d'argent que ce qu'on escomptait. C'est du jamais vu. 88 milliards de dollars. C'est du jamais vu. Mais c'est rien comparé à ce qui va suivre. Oui, on va s'occuper des médicaments, ce qui va ramener les entreprises pharmaceutiques aux États-Unis, ou en tout cas en partie. Vous savez, les compagnies pharmaceutiques sont parties des États-Unis et on n'aurait jamais dû perdre notre industrie automobile. On a perdu une bonne partie de notre industrie automobile, ça aurait jamais dû se passer. Si vous fabriquez une voiture, on va mettre 25 ou 30% de droits de douane. Si vous partez, les gens ne seraient pas partis. On va s'intéresser à tout. Je crois que le plus grand problème, c'est dans les banlieues. Vous savez ce qu'on a laissé rentrer dans ce pays? Vous savez, Biden, il ne savait même pas ce qu'il faisait. C'est les gens qui travaillaient pour lui qui ont laissé ça se faire. Et ils ont laissé rentrer des gens, vraiment, on n'oubliera jamais, des prisonniers, des membres de gangs, des trafiquants de drogue, des dérangés mentaux dans notre pays. Et il y en a beaucoup dans les banlieues qui sont dirigées par les démocrates. Beaucoup plus qu'à la campagne. Le problème, c'est dans les villes. C'est dans les villes. C'est là où il y a les plus mauvais de ces criminels. Il y a eu beaucoup de meurtres. Et c'est Biden qui a laissé ça se faire. C'est les démocrates. Mais Biden, il ne savait même pas ce qui se passait.
Oui, les nominations devraient se passer plus rapidement si ce n'était à cause des démocrates. Mais John Thune fait un bon boulot. Il fait un très bon boulot, John Thune. Si George Washington était nominé, eh bien les démocrates prendraient du temps pour retarder le processus. Même si c'était une combinaison de Lincoln et Washington, il continuerait ce jeu de la montre. Est-ce que vous pensez que l'Iran était proche d'avoir l'arme nucléaire? Parce que Tulsi Gabbard avait dit en mars que la communauté du renseignement disait que l'Iran ne faisait pas une bombe. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je pense qu'ils étaient très proches de la bombe. Vous savez, à propos du Canada, c'est eux qui vont devoir décider. Ils vont devoir payer beaucoup de droits de douane pour le dôme de fer. On va faire un accord séparé là-dessus à propos. 71 milliards pour être protégés par le dôme. Est-ce que vous êtes ouvert à la négociation avec les Iraniens? Je leur ai dit de signer l'accord. Et les villes actuellement sont bombardées, ils ont perdu beaucoup de monde. Je leur avais dit de signer l'accord. Mais on ne sait pas s'il est encore temps de négocier. Oui, pendant que vous dormez, je vais m'occuper de la situation. Oui, je crois que c'est plus sûr. Des choses très mauvaises se passent. Je pense que c'est mieux que les Iraniens évacuent la ville. Est-ce que vous avez appelé le gouverneur du Minnesota? Non, je ne l'ai pas appelé. Le gouverneur du Minnesota ne fait pas un bon boulot, je ne l'ai pas appelé. Je ne vais pas l'appeler. Il ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Je pourrais l'appeler, mais pourquoi est-ce que je perdrais mon temps? Oui, avec la grande loi, la grande et belle loi, ça avance. Ça avance. Et les démocrates, on ne va pas réussir à les convaincre, mais on vote des réductions d'impôts au lieu d'avoir la plus grande augmentation d'impôts, c'est 68%. Oui, je pense que le président Xi va parvenir à un accord avec nous. Est-ce que la Corée du Nord est en train d'aider l'Iran ou la Russie? Non, je n'ai rien vu de tel. Je pense que personne ne veut s'impliquer dans cette situation. Il y avait des citoyens américains qui essaient de quitter la région. Oui, on essaye de les y aider, on travaille sur la question. Merci, merci à tous. Voilà, ce sont les mots de Donald Trump depuis son avion présidentiel. C'était juste avant qu'il n'atterrisse à la base d'Andrews. On l'a vu ensuite partir vers Washington pour sa réunion d'urgence, mais on vient de recevoir les images. Olivier Ravanello, on retient une phrase. Trump dit vouloir une fin réelle au conflit et pas juste un cessez-le-feu, mais difficile d'y voir beaucoup plus clair. Est-ce que vous avez compris qu'il y avait des indices quant à une éventuelle implication des États-Unis? C'est un peu fouillis, il faut le dire. Oui, c'est des questions à bâton rompu comme traditionnellement elles sont posées dans l'avion présidentiel et aussi comme traditionnellement Trump y répond, c'est-à-dire de manière très lapidaire, voire parfois simpliste. L'essentiel de la discussion, vous l'avez compris, porté sur les accords. Le mot accord qui revient en permanence, c'était les accords douaniers, rien à voir avec un éventuel accord avec les Iraniens. Et lorsque un tout petit peu la question iranienne a été abordée, ça a été de deux points de vue, à la fois pour dire il y a un accord, il faut que les Iraniens le signent,
négociations qui ont, on le sait, déjà commencé et que Trump voulait voir arriver à son terme. Et sur la partie militaire, il a botté en touche au tout début en disant on verra. Est-ce que les Israéliens vont continuer? On verra bien. Est-ce que vous allez y participer? On verra bien. Parce que justement, la question est sur la table en ce moment même dans la salle de crise, la Situation Room, où il a réuni son état-major pour évaluer ce que les Américains peuvent faire. Ce qui est sur la table est assez simple. Au bout du compte, il y a évidemment une négociation, un accord. La question, c'est comment fait-on pour accélérer ce timing et comment fait-on pour convaincre les Iraniens de négocier. Donc, est-ce qu'il faut frapper encore plus fort ? Et c'est là où les Américains pourraient apporter cette puissance de feu pour frapper tellement fort que le régime pourrait se dire mieux vaut encore négocier plutôt que tout parte en fumée. Et donc, de repartir sur des négociations comme le souhaite Trump. Le problème de ça veut dire que les Américains s'engagent et qu'ils s'exposent aussi. C'est pas simplement vis-à-vis de son opinion que ce serait un revers, puisque lui a dit qu'il ne ferait jamais la guerre. C'est aussi que le grand Satan, comme l'appelle le régime iranien, engage le faire avec eux et donc puisse être touché et que des opérations soient menées ou des tirs soient maintenant déclenchés sur les bases américaines qui sont dans la région, sur les infrastructures, les porte-avions qui sont en train d'être ramenés aussi dans la région et que donc les Américains deviennent une cible de l'Iran, sans parler des cibles civiles par d'éventuels attentats. Donc que les Américains rentrent en guerre aux côtés d'Israël, c'est la ligne le Rubicon que potentiellement il doit ou pas franchir, et c'est ce qui est sur la table en ce moment. Et même. c'est ce qui va se décider là dans les toutes prochaines minutes, alors qu'il est en route vers Washington. Ce que Netanyahou essaye, c'est de pousser Trump par tous les moyens à agir et à participer. Donc on voit bien que Trump, il voudrait pas s'engager ni d'un côté ni d'un autre, mais Netanyahou a évidemment l'intérêt à ce que les Américains au moins disent on va attaquer. Parce que je crois que les gouvernements israéliens ne sont pas intéressés par un accord nucléaire, ils sont intéressés il y a une ouverture pour une fois, on va frapper le maximum de sites. Donc il y a ça aussi à prendre en... Parce qu'il essaye de les mettre devant une fête accomplie. Et Trump, il déteste ça. Il dit, quand on parle d'une menace éventuelle sur les intérêts américains dans la région, il dit que l'Iran sait qu'il ne faut pas toucher à ses troupes. Les États-Unis seraient très sévères, je cite, s'ils faisaient quoi que ce soit à notre peuple. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les bases américaines n'ont pas été touchées. Donc, à voir ce qu'ils décident dans les prochaines heures. Effectivement, si les Iraniens se mettaient à frapper des bases américaines dans la région, bases qui existent donc comme on le sait, effectivement, ça serait définitivement entraîner l'Amérique dans le conflit. Et je crois que le régime, pour sa survie, parce qu'il est une question de survie du régime, il sait parfaitement qu'il n'a pas intérêt pour l'instant à s'engager dans cette voie-là. Je crois que des deux côtés, parce qu'il faut regarder les côtés, hormis le côté israélien qui veut entraîner l'Amérique, comme vous l'avez très justement dit, effectivement, mais en ce qui concerne Trump et le régime autour du guide suprême, les deux sont partagés. Il y a autour de Trump et autour du guide suprême deux camps. Autour de Trump, un camp qui veut surtout pas entrer en guerre et un camp qui pousse à la guerre. Puisqu'on avait même vu au départ, quand Benjamin Netanyahou était venu rencontrer le président Trump, il a vu des discussions sur l'entrée en guerre des États-Unis avec certains conseillers de Donald Trump. Autour du guide suprême, c'est exactement la même chose. Il y a des jusqu'au-boutistes, en particulier parmi les gardiens de la Révolution, qui veulent l'affrontement et qui poussent à l'obtention de la guerre et de l'arme atomique. Il faut se rappeler que le guide suprême avait signé une fatwa en disant on ne se dote pas de l'arme nucléaire. On n'enrichit pas jusqu'à 90, mais on ne franchit pas le seuil. Oui. Autour du guide, il y a des gens qui poussent
aujourd'hui encore, alors nous parlons, à franchir ce seuil. Et il y a des gens qui sont complètement opposés et qui veulent des négociations, parce que moi, quand j'ai été en Iran, et je serai très brève là-dessus, j'ai rencontré même à Rome, au sein du cœur, finalement, islamique du régime, des gens qui étaient opposés au régime. Il y a des opposants, mais il y a aussi, vous le disiez, des jusqu'au-boutistes. Est-ce que vous pensez que cette armée iranienne acculée, qui pour l'instant n'arrive pas tellement à réellement avoir un impact en Israël, ne pourrait pas se dire, allez, on tente le tout pour le tout, on vise carrément une base américaine? Oui, il y a deux solutions. On voit qu'autour du guide suprême, les grands chefs se raréfient. Israël facilite le jeu de l'avancement au sein de l'armée iranienne, puisque bientôt on va voir des colonels passer généraux. Et là, c'est peut-être un atout, parce que peut-être que parmi ces jeunes officiers, et l'armée, c'est quelque chose qui structure les pays du Moyen-Orient, qui structurait l'Irak, même si Saddam Hussein n'était pas un militaire, l'armée irakienne était importante. Elle était surtout sunnite. Et une des bêtises, une des erreurs qu'ont commis, et d'ailleurs ils le reconnaissent eux-mêmes dans leur mémoire, les Américains en 2003, c'est d'avoir persécuté les bassistes, Saddam Hussein a été exécuté, tout ça, mais d'avoir persécuté l'armée irakienne, qui du coup est redevenue le cadre de Daesh. Beaucoup d'officiers irakiens sunnites sont devenus cadres de Daesh, si vous voulez. Et là, en Iran, il faudrait éviter ça. Donc, à mon avis, les renseignements israéliens connaissent parfaitement tous les officiers de l'armée iranienne, mais sans doute qu'il peut y avoir aussi, si vous voulez, un changement de génération au sein des cadres. On a les boomers, là, qui sont la génération de 79, et puis il peut y avoir les jeunes, et parmi eux des militaires, ou d'autres d'ailleurs, mais les militaires ont l'avantage d'avoir une certaine légitimité, puisqu'ils détiennent la force armée, et en période de trouble, c'est quand même important d'avoir la force armée avec soi. On l'a vu dans toutes les guerres au Moyen-Orient, on l'a vu en Jordanie au moment de Septembre Noir, on l'a vu en Égypte. Qu'est-ce qui dirige l'Égypte depuis Nasser, depuis le départ du roi Farouk? Ce sont des militaires. Et voilà. Alors, on est quand même dans un système qui n'est pas du tout comparable. Vous avez un système qui est dual, et où le pouvoir est concentré dans une colonne vertébrale qui est dirigée par le guide suprême, et en dessous, c'est les gardiens de la Révolution. Vous êtes sur des gens je parlais d'un changement possible avec des gens qui existent sur place. Vous êtes avec des gens qui sont portés par une idéologie, par une religion, par des convictions. Mais la religion, elle a toujours existé. Seulement avant 79. Je suis désolée. En Iran, il y a deux choses. Alors attendez, pas tous en même temps. En Iran, il y a deux choses, et je vais tout de suite vous passer la parole. Il y a l'armée qui a été mise de côté par le régime, et il y a une force très puissante militaire, qui est une deuxième armée, qui est les gardiens de la Révolution. Mais je crois que vous en savez beaucoup. Mais en fait, de l'intérieur, il ne peut plus y avoir de changement. Ces gens sont pourris. Là, vous parlez de la Révolution. Là. Mais non, mais c'est pareil, en fait. Ce système est tenu et ne tient que par ces mêmes personnes. Il n'y a plus de changement possible de l'intérieur. Non, on ne peut pas comparer. Ça n'a rien à voir, monsieur. Ça n'a rien à voir du tout. Non, absolument pas. Dans ces pays. Vous ne le reconnaissez pas. Il y a d'excellents livres qui avaient été... appartient au guide suprême. Mais bien sûr, mais derrière lui, s'il est tout seul... Vous n'êtes pas d'accord. Il est tout seul aujourd'hui. Peut-être qu'on peut écouter Donald Trump à nouveau, puisque vous avez peut-être suivi, effectivement, on avait commencé à l'évoquer, ce tacle de Donald Trump à Emmanuel Macron, qui disait qu'il était parti un petit peu vite du G7 pour essayer peut-être de négocier un accord de cessez-le-feu. Il s'était pris un gros tacle de Donald Trump qui lui disait en gros qu'il était complètement à côté de la plaque, et il en a remis une couche dans l'avion tout à l'heure. Nous voulons mieux qu'un simple cessez-le-feu. Je n'ai pas dit que je voulais un cessez-le-feu, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Un mec sympa, mais il a tort la plupart du temps. Nous cherchons mieux qu'un cessez-le-feu. Gardez ça à l'esprit. L'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. C'est très simple, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Voilà, donc il en remet une couche, Amandine Atalaya. Oui, et une petite phrase, quelques mots, mais les mots sont cinglants et définitifs pour Emmanuel Macron, au sens de toute façon, il ne compte pas, et puis il est toujours à côté de la plaque. Il comprend rien, et c'est dur quand même pour Emmanuel Macron. Oui, c'est très dur. Après, leur relation, honnêtement, est faite d'aller-retour, de séduction et puis de recul, et je suis pas sûre que ça les empêche de se reparler à l'avenir. Mais ce que veut faire comprendre Donald Trump, c'est que l'Europe et Emmanuel Macron sont plutôt quantité négligeable dans cette affaire, et que c'est
c'est lui qui décide et qu'il fait comprendre aussi qu'il n'avait aucune intention de continuer à perdre du temps à ses yeux dans ce G7, que ce n'est pas le type de format, le multilatéralisme et tout ce qui s'ensuit qu'il affectionne ou qu'il trouve utile, et donc il était pressé de rentrer aux États-Unis pour voir ses propres conseillers, pour voir ses propres ministres et puis prendre une décision. Donc pour l'instant, il entretient le flou. Quant à Emmanuel Macron, une fois de plus, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, de faire des efforts et d'essayer de faire pencher la balance vers la paix, vers le cessez-le-feu. Emmanuel Macron a aussi redit qu'il ne fallait pas faire chuter le régime, ni l'ayatollah Khamenei, parce que ceux qui l'ont fait par le passé, notamment les États-Unis avec l'Irak, ont commis des erreurs stratégiques. C'est ce que dit le président. Pour l'instant, sans avoir gain de cause, et ce qui est difficile dans cette ligne d'Emmanuel Macron ces derniers temps, c'est qu'elle fluctue pas mal quand même. C'est-à-dire qu'il y a des mots très durs à l'encontre de Netanyahou, qui commet des actes monstrueux avec le blocus, dit Emmanuel Macron. Et puis le lendemain, sur l'Iran, on soutient Israël en disant qu'Israël a le droit de se défendre. On parle d'une reconnaissance de la Palestine et puis finalement on l'abandonne et on reporte sine die la conférence qui était prévue à cet effet. Donc ça donne l'impression qu'on navigue un peu à vue, la France, et qu'on n'arrive en plus pas à se faire entendre aujourd'hui. La France qui dit quand même par la voix de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie, qu'on se tient prêt à contribuer à la protection d'Israël. Victor Qui ne Estrangin, nous l'a pas demandé. Qui ne nous l'a pas demandé. Pour l'instant. Non. Eux, ils veulent les États-Unis.